Tenemos un virus nuevo con índice de mortalidad en los 20, sin protocolos ni vacuna en este momento. Es correcto. Nous avons un nouveau virus, avec un indice de mortalité digne des années 20, sans protocole, sans vaccin, dans ce monde. C'est réel. Soudain, sans savoir exactement quelle est son origine, même si tout laisse penser que ça commence avec le voyage d'un Américain vers un casino à Hong Kong, un virus mortel commence à se répandre dans le monde entier. En quelques jours, la maladie commence à se propager. Elle décime la population. La contagion se produit par simple contact entre les êtres humains. Tout commence le deuxième jour, quand une femme nommée Beth apparaît dans la salle d'attente de l'aéroport et entame une conversation avec John, son amoureux. Il lui dit qu'il a passé la nuit avec elle et qu'elle est partie sans dire au revoir. Elle, de son côté, lui explique que le retard de son vol l'a fait paniquer et elle s'excuse. Son amant, conscient de la possibilité de ne plus jamais la revoir, lui dit que ça a été un plaisir de la rencontrer. Beth répond qu'elle aussi a apprécié cette rencontre. John lui suggère d'utiliser l'autre adresse email qu'elle lui avait donnée, car celle-ci est plus sûre. À ce moment-là, il remarque un ton maladif dans la voix de Beth et lui demande si elle va bien. Elle assure que oui, même si elle se sent un peu bizarre, qu'elle attribue au décalage horaire. Finalement, il lui conseille de rentrer chez elle et de se reposer, lui rappelant que Hong Kong, c'est très loin. Pendant ce temps, à Hong Kong, un jeune homme débarque d'un ferry et prend le métro. Quand il rentre chez lui, il est trempé de sueur. En quittant son appartement, sa vision devient floue et il finit par marcher dans la circulation, où il est renversé par un camion. D'un autre côté, à Londres, une femme entre dans une entreprise de mode. Elle commence à se sentir très mal, à transpirer de manière intense. Elle est retrouvée morte plus tard, dans un hôtel. Ses pieds sont noircis et un liquide blanc sort de sa bouche. Beth arrive enfin au Minnesota et elle est chaleureusement accueillie par son mari Mitch et leur fils Clark. Ailleurs dans le monde, un homme d'affaires voyage à Tokyo. Cependant, lorsqu'il prend un bus, il s'effondre soudainement au sol. Un témoin capture l'instant avec son téléphone portable. À San Francisco, en Californie, un blogueur nommé Alan regarde une vidéo de l'homme décidé de ne pas pratiquer d'autopsie, ce qui suggère une dissimulation. Intriguée, sa compagne Lorraine lui demande « Qu'est-ce qu'il cache exactement ?» Alan lui répond que ça pourrait être lié à la maladie de Minamata, une maladie provoquée par une contamination au mercure dans les poissons. Il y a déjà eu des épidémies de ce genre, et l'industrie de la pêche aurait tenté de dissimuler la vérité, en la classant comme une maladie d'origine industrielle. Mais Lorraine lui répond que là, il ne s'agit que d'un seul homme. Alan lui rétorque que toutes les victimes n'ont pas la chance de mourir devant une caméra. Il s'inquiète surtout pour celles dont les histoires restent invisibles. Il rappelle qu'on fournit du poisson au monde entier, et que des millions de gens consomment des sushis tous les jours. Lorraine dit à Alan qu'elle transmettra cette vidéo à un de leurs amis. Mais soudain, elle s'effondre et commence à convulser. C'est à ce moment-là que le petit Clark entre dans la pièce et voit sa mère au sol. Mitch, son père, lui demande immédiatement de retourner dans sa chambre pendant que Beth est transportée d'urgence à l'hôpital. Là-bas, les médecins demandent si elle avait déjà fait des crimes. Alors qu'il est dans la voiture, sur le chemin du retour, il reçoit un appel urgent de la babysitter. Elle lui demande d'appeler immédiatement le 911. En arrivant à la maison, la nounou, visiblement paniquée, l'informe que Clark ne respire plus. Mitch court dans la chambre et trouve son fils immobile. Malheureusement, lui aussi est décédé. C'est le 5e jour, à l'Organisation mondiale de la santé. On voit la docteure Leonora entrer en prière. Selon des informations en provenance de Pékin, l'épidémie serait contenue dans le complexe Chrysanthème de Hong Kong, où 2 décès et 10 cas d'infection ont été enregistrés. Ce complexe a été mis en quarantaine, selon le même protocole que celui utilisé lors du SRAS. Seoul est actuellement la zone la plus densément peuplée, et Hong Kong fonctionne comme un port majeur, ce qui augmente considérablement le risque de propagation du virus. Hong Kong a envoyé des échantillons de sang pour analyse. La docteure Leonora mentionne également qu'il existe des échantillons provenant de Londres, recueillis à 2 endroits, l'un dans un hôtel, l'autre dans un centre sportif. 5 cas ont été signalés jusqu'à présent. Des décès liés à une encéphalite, dont celui d'un homme mort dans un bus à Tokyo, où 3 autres décès ont également été enregistrés dans ce même groupe. Plus tard, on lui demande si l'une des personnes touchées avait voyagé récemment en Chine ou à Londres. Elle répond qu'ils ne le savent pas encore, mais qu'une enquête est en cours. À Chicago, dans l'Illinois, un autre décès est rapporté. Un homme retrouvé mort par sa femme. Elle explique qu'il ne s'est jamais réveillé le matin et que tous deux avaient montré des signes de malaise les jours précédents. Pendant ce temps, les médecins légistes pratiquent une autopsie sur un autre patient. Ils observent que les sillons cérébraux sont complètement détruits et commencent alors l'examen de la base du cerveau. L'un des experts est stupéfait par ce qu'il découvre. Il avertit aussitôt son collègue de s'éloigner de la table d'autopsie.
Face à cette scène inquiétante, son collègue lui demande s'ils doivent alerter quelqu'un. Il répond oui, sans hésiter. Prévient tout le monde. Maintenant. Jour 6. Au centre de contrôle des maladies, la docteure Erin Mears discute avec le docteur Shivers. Elle lui parle d'un article qu'elle a lu sur une épidémie d'encéphalite qui a eu lieu l'été dernier. Un total de 103 personnes avaient été touchées, dont une majorité d'enfants. Elle tente de le rassurer, lui disant qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Mais on lui apprend que cette nouvelle maladie se propage à une vitesse folle. Pourtant, il semble en bonne santé. Aucun symptôme. Elle demande alors si Clark était en contact avec lui à ce moment-là. On lui répond que non. La maladie pourrait être d'origine respiratoire, ou peut-être liée à des vomissements. En réponse à une question d'un des fonctionnaires présents, elle explique ce que cela signifie concrètement. Il s'agirait d'une transmission du virus via des surfaces contaminées. Elle ajoute, en moyenne, une personne touche son visage entre 2000 et 3000 fois par jour. Et pendant ce temps, elle touche aussi des poignées de porte, des boutons d'ascenseur, des fontaines à eau et d'autres personnes. Les responsables débattent alors. Faut-il en parler à la presse? Faut-il révéler si la transmission est respiratoire ou si elle est liée au vomissement? Et surtout, comment la population va-t-elle réagir? L'un d'eux insiste. Avant d'alerter le public, on doit en informer le gouverneur. Il rappelle que lors de la seule épidémie de grippe porcine, ils avaient réussi à semer la peur, même chez les gens en parfaite santé. Et comme si ça ne suffisait pas, ce week-end, des millions de personnes vont faire leurs courses, ce qui ajoute encore une couche de tension. En raison de la longueur de la vidéo, je vais la découper en plusieurs parties, donc merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification quand ce sera en ligne.